Pour cette dernière table ronde consacrée donc aux initiatives des établissements, comment les établissements envisagent l'accompagnement de leurs chercheurs et de leurs chercheuses dans l'usage de ces nouveaux outils d'intelligence artificielle? Faut-il donner des lignes directrices pour encadrer ces usages ou mettre le curseur entre la responsabilité de l'institution et la responsabilité des individus? On a choisi de structurer cette table ronde en 3 temps qui correspondent à 3 questions que je vais poser successivement, que je vais vous poser successivement. Et nous avons donc, par ordre de prise de parole, nous aurons Catherine Bourguin, directrice de recherche INSERM, qui est membre du comité d'éthique de l'INSERM, puis Estelle Jaligot, donc tout le monde s'est bien mis dans l'ordre, c'est parfait. Estelle Jaligot, qui est déléguée à la déontologie et à l'intégrité scientifique et référente à l'intégrité scientifique du CIRAD. Nous avons à côté Germain Forestier, vice-président IA et transformation numérique, Université de Haute-Alsace. Puis j'ai raté un. Olivier Wangikam, vice-président numérique, Université de Rennes, président de l'association VP numérique. Kartik Alari, directeur de recherche INRIA, directeur scientifique adjoint en charge de l'IA à l'INRIA. Et enfin, à côté de moi, Olivier Serre, qui est directeur de recherche, directeur adjoint scientifique de CNRS Sciences Informatiques. Et donc, la première question que je vais vous poser, on va garder cet ordre en commençant par Catherine Bourguin. Donc, l'idée, c'est des prises de parole très brèves, hein, on vous a briefé. Et la première question, c'est à quel besoin, donc certains établissements ont déjà produit des chartes, hein, vous allez, j'imagine, l'évoquer. À quel besoin avez-vous cherché ou cherchez-vous à répondre dans votre établissement? Sous quelle forme vous l'avez fait? Et ou quelle forme pensez-vous le faire, puisque les degrés de maturité peuvent varier d'un établissement à l'autre. Merci. Donc, je suis là au nom du comité d'éthique de l'INSERM dont je fais partie et qui vient de publier très récemment, c'était dans les documents qui ont été mis en ligne, un guide de bonne pratique de l'intelligence artificielle à l'INSERM. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout ce qu'il y a dedans, vous le lirez si ça vous intéresse. Simplement, quelques éléments sur pourquoi, à quel besoin et comment on s'est mis en ligne de marche pour travailler ce document. Nous avons des besoins identifiés, des besoins très classiques qui ont été largement discutés. Je ne vais pas revenir dessus sur tout le travail d'écriture scientifique notamment. Mais nos besoins spécifiques, c'est à la fois, comme ça vient d'être souligné, que nous sommes à la fois des utilisateurs de ces systèmes d'IA et des producteurs, qui plus est dans un champ de la santé, qui est un champ sensible, y compris du point de vue de la réglementation, j'y reviendrai, et qui sont au cœur de nos travaux de recherche qui vont de la biologie cellulaire, moléculaire à l'épidémiologie et aussi aux sciences humaines et sociales. Donc en fait, la motivation première, c'est que on a été saisi par le PDG de l'INSERM, mais qu'on s'est rendu compte au sein du comité qu'on était extrêmement intéressé et préoccupé par ces questions et par l'enjeu d'en faire un sujet de préoccupation partagée au sein de l'institution, au-delà de ce qu'on sentait comme remontée d'expérience individuelle, mais un manque de démarche collective autour de ces questions, et avec un besoin clair de développer la réflexivité sur ce qui se passe, sur comment on travaille avec ces nouveaux systèmes d'information, de développer les vigilances et les réflexes à cultiver, sachant que comme on est utilisateur, comme développeur, il y a des niveaux de connaissance et de compréhension de ce qui se passe autour de l'IA qui sont très variés au sein de l'institution, avec l'enjeu de développer des propositions pour continuer à faire un travail scientifique ouvert, productif, intègre, éthique, et qui intègre l'impératif du contrôle de son impact environnemental. Alors, comment on a procédé? On a fait de façon extrêmement collaborative. De mon expérience de 10 ans de ce comité, c'est la note la plus collaborative qu'on a écrite. On l'a écrite dans un temps plus court. On n'a pas fait d'audition comme on fait d'habitude, mais on s'est élargi. Il y avait des collègues, des experts spécifiques du domaine qui se sont joints à nous. Le conseil scientifique de l'INSERM a participé et le dispositif pour une recherche éthique et responsable a aussi participé. On est parti d'un document de 4 pages et à la fin, il y a 40 pages qui reflètent, non mais il faut voir, mais qui reflètent en fait le type de questionnement qu'on s'est posé
poser le fait que sur certains points, on est d'accord, et beaucoup de ce qui a été dit ce matin fait partie des éléments qu'on a dans la note, mais il y a aussi des questions j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, mais qui nous traversent et qui sont pas claires parce que c'est pas encore stabilisé et qu'il y a beaucoup d'expérimentations qui sont en cours. Donc l'idée, c'est aussi de faire des notes qui peuvent être mises à jour de façon régulière, avec le souci de garder cette démarche de participation ouverte pour essayer de développer des outils et des réflexions qui répondent à la diversité des besoins qui sont présents dans notre institution. Merci beaucoup. Oui, alors nous, à l'inverse de vous, par contre, je pense qu'on est parti un petit peu dans une cabine téléphonique. Si je retrace l'historique de notre initiative, en fait, c'est parti des remontées en fait diverses au sein du CIRAD de collègues, à la fois dans les fonctions recherche, dans les fonctions appui, qui nous remontaient des expériences qui commençaient toutes par j'ai utilisé ChatGPT pour faire X ou Y. Et ça nous a questionnés, voilà, et tous se questionnaient en fait sur est-ce que c'est OK, est-ce que c'est pas OK, quels sont les risques, etc. Et les cas d'usage se multipliant comme ça, sans contrôle et sans forcément de réflexion centrale finalement sur est-ce qu'il faut réguler, est-ce qu'il faut autoriser et comment on s'y prend. On s'est dit bon ben on va s'auto-saisir du problème. Il n'existait encore rien en français qu'on ait pu trouver par nos propres moyens qui cadre tout ça. Donc, on a relevé nos manches. Donc, moi, sur le volet éthique et intégrité scientifique, une collègue juriste au sein de l'établissement sur les aspects plus droit, et puis une collègue qui est plus spécialiste des codes et données de la recherche. Et on a miné un petit peu les ressources qui existaient en français, en anglais sur le sujet pour essayer de distiller ça. Déjà avec deux missions en fait. Donc sachant que c'était à la fois des personnels de recherche et des personnels d'appui qui se mettaient à utiliser des outils d'IA générative dans leurs activités quotidiennes, on s'est dit il faut pas qu'on s'adresse finalement qu'à des spécialistes. On parle aussi à des gens qui ont zéro notion de comment une IA générative marche. Première chose. Et deuxième chose, il faut qu'on essaye d'être aussi pédagogue que possible sur quels sont les problèmes constatés, les questions qui émergent de l'usage de ces IA génératives, entre autres dans le contexte de la recherche, mais pas forcément limité à des questions de recherche finalement. Et donc, on a compilé un petit peu tout ça. Alors, très, très rapidement au début, on était en janvier 2024. L'Office nous a damé le pion de quelques jours à peine. On était dans la finalisation de notre première version de notes et on s'est dit, mince, là, l'heure vient de sortir, damned. Mais voilà, c'était glorieusement 5 pages extrêmement à l'os sur voilà, la distillation de quelques guidelines rapides, quelques trucs de bon sens, on va dire, et quelques dangers évidents de l'usage des IA génératives. La deuxième version était beaucoup plus replète, elle faisait plus de 20 pages. Parce qu'entre-temps, beaucoup de ressources étaient sorties, les actes étaient sortis, enfin, il y avait énormément de choses à dire. Donc voilà un petit peu comment on est parti et qu'a été l'historique de la démarche. Merci beaucoup. Germain Forestier. Oui, bonjour à tous. Donc, Germain Forestier. Effectivement, je viens de l'Université de Haute-Alsace. Donc, juste pour vous donner une idée, on est à peu près 1000 personnels à l'Université de Haute-Alsace. Il y a 500 personnels support et 500 enseignants, chercheurs. On a 10 000 étudiants, à peu près 250 doctorants. Donc, côté IA, nous, c'est vraiment un triptyque, je vais dire. Il y a formation, cadre et outils. C'est vraiment les trois choses qui nous ont mobilisés. Alors, c'est vraiment arrivé côté formation pour nous. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de retours. Voilà, mes étudiants sont en train d'utiliser ChatGPT. Qu'est-ce que c'est ChatGPT? Donc, c'est arrivé comme ça. Donc, côté formation, on s'est posé une question. Il y a des gens qui nous ont dit, voilà, je voudrais des formations pour comprendre finalement qu'est-ce que c'est l'IA générative, etc. Donc, on a commencé à faire des séminaires. Il y a un certain nombre de capsules vidéo qui ont été diffusées. Puis, on a voulu aller plus loin parce qu'effectivement, quand on parle formation, ben, c'est pas juste raconter finalement l'historique de l'IA, etc. C'est finalement qu'est-ce que je peux faire concrètement avec l'IA. Et quand on veut former des gens à utiliser de l'IA, ben, il faut des outils. Et donc, on s'est posé la question, ben, finalement, OK, ben, quels outils on va utiliser? Est-ce qu'on a un outil institutionnel d'intelligence générative? Est-ce qu'il faut payer des licences? Est-ce qu'il faut essayer de déployer des IA dans nos infrastructures? Combien ça va coûter? Quel est le modèle économique autour de tout ça? Et après, le dernier point, c'est OK, ben, on veut former des gens à utiliser des outils, mais finalement, on veut le faire dans un cadre.
Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, quelles sont les recommandations. Et donc là, on a commencé à entamer des réflexions en se disant, voilà, quelles recommandations on peut faire sur l'usage des IA génératives dans un contexte universitaire. Et là, il y a une discussion qui a émergé au niveau national, hein, on en parlera tout à l'heure probablement avec Olivier, dans le cadre des projets DEMO-OS, donc démonstrateurs de l'enseignement supérieur. Il y a un certain nombre de projets en France qui sont financés à travers le programme DEMO-OS. Et donc, certains établissements se sont regroupés, le mien, Olivier et d'autres, pour essayer de mutualiser cette réflexion autour d'un cadrage de l'usage des IA génératives dans l'enseignement supérieur à travers une charte des usages. Voilà. Et donc, on a mutualisé ces discussions. Donc, moi, c'est vraiment un triptyque, c'est formation, outils, charte d'usage, en se disant comment je peux former mon personnel, mes étudiants et mes enseignants-chercheurs et mes chercheurs à utiliser des outils dans un cadre bien défini. Merci. Olivier? Oui, effectivement, concernant les besoins, je vais pouvoir avoir deux casquettes. D'une part, partir de l'expérience de Rennes, puis d'autre part, parler de la constatation plus nationale qu'on a menée par la suite. Au niveau de Rennes, fin 2023, on était, comme tout le monde, très pressé, en tout cas, de se positionner sur la question de l'usage d'outils d'IA générative dans l'établissement pour des besoins aussi bien en recherche qu'en formation que pour des besoins administratifs. Et on s'est dit que finalement, la meilleure façon d'aborder la question, c'était d'expérimenter, de se faire notre propre opinion plutôt que d'entendre parler, et finalement d'avoir une observation des usages en même temps que la mise en œuvre des outils pour en savoir plus. Et un peu la même question que pour toi, Germain, se dire bah, si on devait passer à l'échelle, que ça veut dire? Est-ce qu'on est capable d'opérer ce type de solution ou pas en interne, ou est-ce qu'on est condamné à acheter des choses en externe, ou faire les deux? Voilà. Alors, en tout cas, c'est des questions qu'on a adressées en lançant un outil local, et je rejoins ce qui a été dit ce matin sur le fait d'avoir un contrôle sur les données et aussi une volonté de mesurer l'impact environnemental associé. C'est ce on a déployé au niveau de Rennes, hein, donc avec un outil qui s'appelle RAG-AREN, concentré sur les questions de RAG, qui ont été évoquées ce matin par Sarah. L'idée étant de à la fois comprendre comment fonctionne la techno, comprendre ce que les gens en font, les opportunités, et se servir des échanges avec les utilisateurs, parce qu'on a mené quelques dizaines d'ateliers avec les utilisateurs, pour se dire quel cadrage on envisage en fonction de ce sur quoi les aspirations des utilisateurs et aussi des risques associés. Et puis, effectivement, comme tu disais, Germain, chemin faisant, on s'est rendu compte qu'on était nombreux au niveau national à porter cette question-là. Et au titre de VPNUM aussi, on a porté une question un peu plus large, qui est que si chacun on se met à déployer ce type d'infra localement dans nos établissements, sans doute en silotant comme d'habitude, genre administration, formation et recherche, on avait sans doute une catastrophe écologique d'un point de vue numérique. Et qu'il était intéressant de mutualiser ces infras-là et ces réflexions qui finalement traversent quelque part nos différentes missions. Mais du coup, je parlerai ça sans doute au niveau des enjeux tout à l'heure. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie pour l'organisation de cette journée qui a fut très intéressant. Alors, donc, l'approche NVIDIA, en fait, tout d'abord, ça a tout commencé par la direction déléguée à la science, en plus particulier le directeur général délégué à la science, Jean-Frédéric Gerbeau, qui en fait, on avait lancé une enquête au sein de chercheurs NVIDIA pour savoir quels sont les types d'utilisation. Ça, c'était plutôt l'été dernier pour savoir en fait qu'est-ce que font les collègues, comment ils utilisent ces modèles d'IA. Et du coup, les réponses n'étaient pas très, très surprenantes. Il y a eu une utilisation très forte. Par contre, il y a eu un petit peu de, comment dire, inégalité au niveau de type d'utilisation. Il y avait quelques centres où il y avait quelque chose qui n'était pas possible de faire financièrement. Il y avait d'autres collègues qui ont réussi à faire rembourser des utilisations pour de la recherche de tous ces types de modèles. Donc, par la suite, il y a eu une volonté en fait d'établir un peu d'égalité au niveau d'utilisation pour laisser ou donner la chance à tous les collègues d'utiliser de même façon. Et du coup, on avait lancé un groupe de travail qui impliquait pas seulement des chercheurs, mais aussi d'autres entités comme la partie finance, les collègues qui s'occupent de l'éthique, des questions à l'éthique, et la direction des systèmes informatiques pour trouver des moyens suffisants, et aussi la DPO, parce qu'il y a beaucoup de données qui sont utilisées par ces modèles, et bien sûr des juristes.
Donc, un des résultats en fait de ce groupe de travail, c'est une note qui est en cours de finalisation, qui va démarrer comme une note interne, qui fait référence en fait à tout ce qui a été fait par les collègues d'INSERM, CIRAD et aussi des initiatives à Rennes, dont Olivier vient de parler. Donc, et aussi des collègues internationaux qui ont fait déjà plein de choses, différents types de distribution de ces notes de synthèse. Donc, voilà, donc là, c'est quelque chose qui est en cours. Et INRIA étant un institut de recherche en informatique et maths appliquées, il y a eu aussi des expérimentations par une cellule de veille au sein de DSI INRIA voilà, pour vraiment tester ces modèles et voilà, parler d'autres choses que je vais évoquer pour les prochaines deux questions. Merci beaucoup. Olivier? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Pour le CNRS, peut-être un petit pas de côté. Je pense qu'une chose qui est intéressante, c'est que on est aussi utilisateur, effectivement, évidemment, d'IA générative. Il y a le comp du CNRS, donc le contrat objectif moyen qui a été signé il y a quelques semaines. Et dans ce comp, donc, il trace, on va dire, les grandes lignes du CNRS pour les 5-6 prochaines années. Il y a 6 défis et un de ces défis s'appelle IA générative pour les sciences. Donc, c'est plutôt une version offensive que défensive, on va dire, de se poser la question de comment est-ce qu'on se protège, comment est-ce qu'on est vigilant vis-à-vis de l'IA générative dans nos pratiques scientifiques, et plutôt essayer de voir voilà, comment on peut s'en servir, ce qui ne dispense évidemment pas d'être vigilant sur le reste. Et on est un organisme, effectivement, qui couvre tous les champs disciplinaires. Donc, une ambition, c'est d'amener l'ensemble des collègues de tous les domaines à intégrer une utilisation pertinente de modèles d'IA générative dans leur champ de recherche. Donc, c'est typiquement, pour donner un exemple, c'est comment est-ce que je vais avoir des modèles d'IA générative qui vont me fournir des données pour aller attaquer certains problèmes pour lesquels soit les données sont rares, onéreuses, complexes à produire. Donc, je sais pas, imaginons, voilà, je veux faire de la cybersécurité. En cybersécurité, je vais pouvoir avoir envie d'avoir des modèles d'IA génératifs qui vont me générer des scénarios d'attaque réalistes. Donc, pour faire du test, je vais vouloir aller générer des données qui sont ressemblantes de données réelles. Donc ça pose également un certain nombre de questions sur la reproductibilité, sur quels sont les différents types de... Qu'est-ce que je vais utiliser comme solution pour aller générer ces données-là. Évidemment, il y a des enjeux de souveraineté. Je n'ai pas forcément envie de donner des données réelles dans quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc, il y a un travail aussi d'être capable de construire des modèles d'IA générative. Donc, soit sur des solutions matérielles qu'on opère, hein, typiquement le supercalculateur Janzé. Et puis, ça pose aussi une question, de comment est-ce que je fais pour amener des communautés qui ne sont pas expertes de ces outils-là à se les approprier. Donc, évidemment, ça a été dit tout à l'heure, il y a un enjeu de formation en fait, des collègues, déjà pour les sensibiliser. Et puis, il y a aussi une question d'être capable, effectivement, de fournir de l'expertise typiquement en tant qu'ingénieur, pour aller accompagner des collègues sur ces questions-là. Donc, on a, par exemple, un centre interdisciplinaire qui s'appelle AI for Science, Science for AI, donc où on va effectivement, voilà, vous êtes historien, vous avez envie d'utiliser de l'IA, typiquement de l'IA générative pour recherche, vous allez pouvoir avoir un accompagnement là-dedans et également sur la machine Janzé qu'on opère, il y a un volet d'ingénieurs IA experts qui vont vous accompagner pour aller là-dedans. Et évidemment, on se pose aussi des questions sur l'intégrité et l'éthique. C'est également un point qui est mis en avant dans le comp du CNRS, sur la volonté d'avoir un GT interorganisme. Je pense que c'est aussi un point important, en fait, je pense, de traiter ça collectivement sur ces questions. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à la deuxième question. Je ne vais pas vous prendre au dépourvu, suivre la trame. Et donc, je vais vous demander de prendre la parole sur
ce que sont, merci, ce que sont à vos yeux l'enjeu ou les enjeux prioritaires dans une utilisation responsable des outils d'IA par les personnels de vos établissements. Et j'ai envie d'ajouter, c'est pas dans la trame, mais de revenir sur ces questions, de revenir sur ces questions vraiment importantes de comment vous concevez la répartition de la responsabilité entre l'individu, la liberté qu'on laisse aux chercheurs d'utiliser ce qu'il veut, je caricature évidemment, et puis l'encadrement de l'institution. Voilà, en même temps, je rajoute cette dimension. Alors, nous, à l'INSERM, on a vraiment une vraie réflexion de longue date sur la question des données de santé. Et donc, avec les SIA, c'est revenu comme une question centrale. D'ailleurs, ça a été bien discuté juste avant. Parce que, je l'ai dit, on est producteur de SIA et utilisateur, mais on est aussi beaucoup producteur de données de santé, autant qu'utilisateur de données de santé. Et on avait fait une note il y a quelques années sur la question des données massives de santé, avec cet enjeu de reconnaissance du travail scientifique qui est autour de la production même des données. Donc la question de propriété intellectuelle, de faire connaître le droit applicable sur les données et de le faire connaître par les gens de l'institution, à l'intérieur de l'institution, des chercheurs de l'institution, pour accompagner des bonnes pratiques en matière d'utilisation de données dans les SIA et de diffusion, de contrôler la diffusion de ces données. Avec des enjeux spécifiques à la santé, ne serait-ce que dans les exceptions dont il était question tout à l'heure sur protégés de façon particulière, avec un enjeu de contrôler l'identification, par exemple, des données de santé. Donc, dans la note, on réfléchit aux pratiques, parce que, encore une fois, c'est une note qui essaye de réfléchir aux outils qu'on peut mettre en place, aux données synthétiques, qui sont une des pistes qui sont ouvertes avec des outils. Enfin, c'est un outil qui permet de limiter les risques de réidentification, mais en même temps, il requiert un travail spécifique, une compréhension spécifique de ce qui joue dans ces données synthétiques pour contrôler les biais, pour contrôler les utilisations secondaires, etc. Donc, on a beaucoup essayé de réfléchir sur ces questions de qu'est-ce que les données de santé, la spécificité des données de santé font à l'usage des SIA. On réfléchit aussi, comme ça a été discuté aujourd'hui, à la question du choix des SIA, et on promeut une réflexion auprès des collègues sur le fait de privilégier des systèmes frugaux quand c'est pertinent. Et on l'a vu, ça a été très bien exposé ce matin, à quel point c'est souvent pertinent. Le plus souvent pertinent. On promeut aussi l'importance alors je reviens sur ce que je disais sur l'expertise, mais le fait que les outils qu'on peut produire sont amenés à être utilisés dans le soin, donc par des soignants, dont le niveau d'expertise et de compréhension n'est pas forcément le même que ceux qui développent, et puis le fait que c'est des outils qui vont rentrer au cœur du soin, et que la question des impacts de ces outils dans le soin, comme dans la façon de faire du soin, doivent être pris en compte. Et enfin, j'insisterai sur, de façon plus générale, inviter à réfléchir les collègues en amont aux enjeux sociaux et aux impacts environnementaux de ces systèmes, et notamment quand on travaille sur la santé, et encore une fois, ça a été bien dit aujourd'hui, il y a toute une série de biais qui sont susceptibles de reproduire des inégalités de santé, qui vont être invisibilisés dans les systèmes d'intelligence artificielle, et qu'il est essentiel de comprendre ces systèmes pour garder un esprit critique et des capacités d'évaluation des effets de ces IA. Donc, c'est des consignes qui viennent en plus, bien sûr, de celles qui ont été évoquées et peut-être qui étaient plus présentes, mais cette idée qu'il faut réfléchir depuis nos pratiques sur comment prendre ça à bras-le-corps pour faire changer nos pratiques, avec des pistes qui sont ouvertes. Merci beaucoup. Estelle ? Alors pour nous, le CIRAD, étant donné qu'on travaille en coopération avec des pays du Sud pour le développement agronomique, je pense qu'un des gros défis qui nous attend, c'est de ne pas alimenter au travers d'usage de l'IA finalement des asymétries nord-sud qui sont déjà très très présentes. Asymétries qui se manifestent à différents niveaux. C'est à la fois des travailleurs du Sud sous-payés qui sont exploités pour l'apprentissage et la notation des données utilisées dans les modèles d'IA. Paradoxalement, ce sont des personnes du Sud qui sont le moins à même finalement d'avoir accès aux modèles d'IA, d'autant plus qu'elles sont détenues par des grosses compagnies de tech basées dans le Nord. Elles sont moins accompagnées pour le faire de toute façon, parce que les formations sont beaucoup moins disponibles chez eux. Donc voilà, quand on a recours finalement à des modèles d'IA générative, on
alimente finalement ces déséquilibres économiques. Et pour nous, ça nous questionne. Puis il y a un deuxième volet aussi qui est en tension avec nos missions. Je l'ai dit, on intervient dans la recherche agronomique et on a des positions politiquement assez fortes pour étudier l'impact des changements climatiques, pour limiter l'érosion de la biodiversité, pour promouvoir l'agroécologie. Et l'impact que les modèles d'IA ont sur les ressources finies de la planète sont aussi un gros problème à notre niveau. Donc voilà, ça c'est les deux points, on va dire, les grosses tensions qu'on détecte à notre niveau. Merci beaucoup, Germain. Merci. Moi, je reviendrai effectivement sur la formation, sur l'enjeu de former, qui est vraiment, vraiment compliqué. Si je mets à plusieurs niveaux, je dirais au niveau 1, alors je suis informaticien, j'aurais pu l'appeler le niveau 0, mais il y a un côté péjoratif à dire niveau 0, alors je vais dire le niveau 1, c'est l'aide rédactionnelle. Là, c'est quelque chose qui est vraiment, donc c'est utiliser vraiment l'IA générative pour corriger un mail, pour mettre en forme des notes. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment commun, on va dire, à beaucoup, beaucoup de métiers. Et de ce côté-là, on commence à se dire, OK, je vois à peu près comment former les gens pour de l'aide rédactionnelle de base. Il y a quand même un enjeu de ce côté-là, qui est que, alors, on fait l'hypothèse, ça a été redit plusieurs fois dans la journée, qu'on va gagner du temps. Ça va nous faire gagner du temps sur des tâches. Ça serait à mesurer quand même et à évaluer pour voir si ça nous fait vraiment gagner du temps systématiquement sur ces tâches-là. Et après, on a aussi voilà, des collègues et des personnels qui sont attachés finalement à ces tâches-là. Alors, il y a certaines tâches qui nous paraissent pas forcément intéressantes, mais on a des collègues qui sont attachés à ces tâches-là et ça leur plaît finalement de faire ces tâches-là. Et donc, il y a aussi cette gestion de changement à étudier et de se dire, c'est pas parce que je peux le faire avec de l'IA que je dois le faire avec de l'IA. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir sur ces aspects-là. Donc, ça, c'était le niveau 1. Sur le niveau 2, ça serait d'aller sur des choses, voilà, avec Pléias, dont on a entendu parler ce matin, c'est voilà, créer des nouvelles hypothèses de recherche ou des protocoles. Donc, ça va déjà plus loin. C'est-à-dire, c'est plus juste des tâches, je mets un petit bout de texte, je récupère un petit bout de texte, mais ça va changer ma pratique de la recherche et il y aura un impact. Donc là, les outils commencent à se mettre en place, mais on n'a pas encore trop de visibilité. Et enfin, le niveau 3, qui, à mon sens, est le plus compliqué pour nous, en tout cas au niveau universitaire, c'est de gérer les différentes disciplines. Parce qu'il y aura des IA qui vont se spécialiser. Et donc, c'est comment on gère IA et chimie, IA et droit, IA et matériaux, IA et langue. Et là, c'est compliqué parce que c'est plus la même formation pour tout le monde, c'est plus les mêmes outils pour tout le monde, c'est des outils à chaque fois qui sont spécialisés. Et donc, juste avant, on a parlé de l'IA Act. Il faut savoir que dans l'IA Act, il y a aussi une injonction de la formation. C'est-à-dire que dans l'IA Act, il y a marqué que les offreurs de solutions doivent, dans la mesure du possible, former leur personnel et s'assurer qu'ils aient une connaissance suffisante des outils d'intelligence artificielle. Donc là, actuellement, l'enjeu, vraiment, c'est sur l'IA, et sur la formation. Et là, il y a vraiment, voilà, est-ce qu'on est capable de gérer ces formations en interne? Est-ce qu'il faut recourir à des prestataires extérieurs? Comment on évalue la qualité de ces formations à l'extérieur? Il existe énormément de MOOC. Est-ce que c'est suffisant? Comment on met en musique des MOOC, de la formation en interne, de la formation externe? Merci. Olivier? Alors, comme on est en fin de journée, je vais commencer par réveiller un petit peu le cerveau. Je vais faire un petit dessin dans votre tête. Il faut être hyper attentif. Et après, j'aurai une question à peu près la moitié du discours. Du coup, attention. Donc, je dessine dans votre tête, regardez bien. Vous avez une personne qui est assise à un bureau qui a un ordinateur, quelqu'un qui regarde derrière lui son écran, et la personne qui est assise dit, regarde, j'ai réussi à faire un super long email à partir de juste un bullet point. Super. Et je vais pouvoir prétendre que j'ai rédigé ce super email. Et donc, vous avez la case. Okay. Et en face, vous avez la même case, à peu près en miroir. Il y a quelqu'un qui dit à son collègue, les deux regardent l'écran, hein, il y a quelqu'un qui est assis, il dit, oh, regarde, j'ai reçu un super long email que j'ai pas envie de lire. Et en fait, j'ai réutilisé l'IA pour en faire un bullet point. Et je vais pouvoir prétendre que j'ai lu ce mail. Voilà. Je pense qu'il y a la question des usages, c'est-à-dire l'usage de l'IA. Qu'est-ce qu'on veut faire finalement? Si c'est pour s'envoler des bullet points, on n'a juste pas besoin de mettre l'IA au milieu. On peut juste communiquer comme on devrait le faire. Et donc, cette question-là, finalement, c'est une question à la fois de responsabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on, nous, institutions, on va mettre en place comme système dans les mains des utilisateurs? Qu'est-ce qu'on va mettre comme accompagnement et formation face à ces outils, finalement? Ce qu'on n'ont pas fait d'ailleurs les acteurs commerciaux. Et qu'est-ce que finalement on va donner quelque part comme ligne directrice au-delà des interdictions. C'est-à-dire ce cadre-là, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le travail interdémocratique qu'on a cité avec Germain.
Alors du coup, on a condensé par rapport à 40 pages, on a lu beaucoup de littérature, on est arrivé à 4 pages, 4 pages très distillées d'interdictions et d'obligations, mais qui définissent un peu un cadre de travail, et beaucoup plus de pages pour expliquer tout ça, et aussi arriver à des bonnes pratiques quelque part partagées qui vont sans doute évoluer à mesure que la technologie avance. Et je vais peut-être faire un focus sur un deuxième point, et du coup, j'en viens à la question voilà, que je vais vous poser, sur l'impact du numérique en France. Est-ce que si on divise en 3 tiers, l'impact des data centers, l'impact des réseaux qui permettent d'accéder aux terminaux des utilisateurs. Donc, chacun, c'est un tiers, hein, les terminaux, le réseau et les data centers. À votre avis, qu'est-ce qui est le tiers majoritaire en termes d'impact du numérique en France, en termes d'impact carbone? Alors, qui pense que c'est les data centers? Levez la main. OK. Qui pense que c'est les réseaux? OK. Qui pense que c'est les terminaux? Il y en a qui se mouillent pas, non? Vous êtes fatigués? OK. En fait, aujourd'hui, alors il y a 2 études qui sont parues, une de 2020 à DMRCEP, qui montrent que en 2020, en tout cas, les chiffres, c'était 78% l'impact du carbone, l'impact carbone du numérique attribué aux terminaux, c'est-à-dire concrètement les ordinateurs, les téléphones. Et le mieux qu'on ait à faire, c'est de les garder le plus longtemps possible et ne pas racheter d'ordinateurs ou de téléphones estampillés IA parce que soudainement ils peuvent le faire alors qu'en fait ils savent très bien le faire déjà maintenant. En tout cas, ça c'était 2020. De récentes études parues janvier 25, il me semble. Du coup, sur des chiffres de 2022, on a revu un peu le périmètre et on a incorporé l'usage finalement du cloud, notre usage du cloud sur des data centers situés à l'étranger. Ça reste des estimations, mais maintenant, on a un impact des terminaux qui est, alors je vais regarder mes chiffres, qui est pour les data centers passé de 16 à 46%. C'est-à-dire une part qui était auparavant considérée comme relativement faible, maintenant une part importante parce que finalement, on a mieux regardé le périmètre. Et encore, les chiffres en question n'intègrent pas les derniers centres construits pour l'IA, spécifiquement pour l'IA, qui consomment énormément et qui amassent une quantité phénoménale de matériel dédié au calcul parallèle. Donc sans doute que cette part va grandir. Et moi, j'aimerais quand même qu'on se dise que, dernier sondage Ipsos, février 2025, les Français pensent que l'impact environnemental de l'IA, c'est l'avant-dernière préoccupation en termes de risques. Tous les risques qu'on a cités sur les données, l'éthique, la compromission, les hallucinations, les biais, ça c'est bien intégré dans la culture populaire. Mais l'impact environnemental, c'est vraiment, je pense, un parent pauvre oublié et sur lequel nous, établissements d'enseignement supérieur, on a un rôle à jouer. Un rôle à jouer en termes de message, peut-être d'exemplarité. Et ça rejoint ce que tu disais ce matin, hein, Sarah, par rapport aux aspects de frugalité. C'est-à-dire qu'on le voit avec DeepSeek R1, les aspects de frugalité, c'est aussi un moteur d'innovation, c'est aussi un moteur qui permet d'être compétitif d'un point de vue économique et sur lequel on a, avec la voie d'open source, et j'en parlerai en conclusion, sans doute une voie à trouver pour l'Europe et de façon générale pour la science en France. Merci Olivier. Kartik? Merci. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites. Je suis très d'accord avec ce qui a été dit concernant les données. Il y a en fait, il y a une diversité d'équipes au sein d'Enria. Donc, il y a quelques équipes qui travaillent avec les données liées à la santé, d'autres qui travaillent les données qui touchent en fait les humains, les mouvements des humains, pour, par exemple, aider les personnes à faire mieux le sport, par exemple, les Jeux olympiques. Donc tout ça, voilà, il y a beaucoup de questions liées à l'RGPD. Donc voilà, les niveaux de responsabilité, comment on conserve les données, que deviennent en fait ces données-là. Il y a un autre aspect aussi, c'est lié à la mémorisation en fait de ces données-là par tous ces modèles. Donc ça nous pose des vraies questions de confidentialité. Est-ce qu'il y a une possibilité que ces modèles en fait peuvent regorger, c'est ça, des données originales qui ont été utilisées pour apprendre tous ces modèles. Donc voilà, là, ce sont des questions très sensibles qu'on doit tous traiter. Et notre type de production, on va dire scientifique, c'est aussi des logiciels. Donc on va plus en plus d'utilisation en fait de tous ces modèles-là pour générer soit tout un entier de code ou souvent les morceaux de code en fait qui sont utilisés dans les logiciels. Donc, il faut une vraie vérification de l'utilisation de tous ces codes qui ont été générés. Donc, est-ce que ça va être une vérification par un humain? Donc, bon,
ça passe pas vraiment à l'échelle. Bah, après, il y a aussi un autre aspect que je vais évoquer un peu plus tard, c'est en fait comment on peut utiliser, comment on peut faire plutôt l'évaluation de tout ce qui a été généré. Bah, il y a une approche qui est très courante en ce moment, c'est LLM as a judge. Donc, ça peut être, par exemple, pour vérification de code, mais ça introduit un autre biais ou un bruit, en fait, dans le système. Donc, ça, c'est un aspect aussi qui va être, je pense, un des défis à confronter dans les années à venir. Ensuite, un autre aspect, je pense que ça a été évoqué un peu plus tôt dans la journée, c'est le type de ouverture, en fait, de openness de ces modèles-là. Donc, on parle souvent de open source, mais par contre, il y a pas mal de subtilités. Souvent, on trouve des modèles qui sont plutôt open weight, où en fait, une entreprise ou une petite entreprise comme une startup qui partage les modèles, mais en fait, ça, c'est assez limité parce que le partage reste au niveau de poids qui ont été appris par le modèle. Donc, on n'a pas du tout de connaissances sur quel type de données ont été utilisées et c'est très peu partagé. Je pense qu'on avait un exemple où, je ne me rappelle plus le nom de l'intervenante qui disait, merci, Anastasia, qui disait que voilà, c'est un des premiers modèles, peut-être un des rares modèles qui partagent aussi les données. Donc ça, c'est le vrai open source. Mais ça, c'est un défi on va aussi confronter. Et voilà, je pense que j'ai couvert un peu tous les points. Merci. Merci, Kartik. Olivier? Alors, il va falloir que je trouve quelque chose qui n'a pas été dit. Non, On ressent ça dans la question. ouais. Non, globalement, je suis effectivement, je partage les points déjà apportés. Je pense qu'effectivement, il y a une question de formation qui est importante. Euh, Parce que c'est capital pour l'ensemble de ce qui a été évoqué. Typiquement, on parlait de la frugalité, du coût environnemental. Je pense qu'effectivement, c'est important que les gens mesurent ce genre de choses. Il y a la question du coût des usages aussi, parce que quelque part, si d'être capable de savoir quelle va être la vraie valeur ajoutée, quel va être le bénéfice-coût de ces questions-là. Ça, je pense que c'est vraiment important. Euh, Ça ne peut pas être limité à des spécialistes typiquement informaticiens, il y en a certains ici. Et il faut effectivement arriver à toucher très très largement en fait les gens qu'on forme. Alors probablement en premier lieu dans les universités, probablement un jour en amont. Euh, il y a eu un appel en fait qui a été lancé il y a 2 ans à peu près par l'État pour labelliser des sites universitaires. On parle d'IA Cluster. Donc il y a eu beaucoup d'argent sur la table. Vous avez Sarah en face qui est effectivement l'une des directrices sur Data IA à Saclay. Et outre la dimension recherche, aujourd'hui Sénat, je devrais plutôt vous parler de recherche, mais je pense que ce qui est particulièrement intéressant là-dedans, c'est qu'il y a une dimension formation capitale. Et donc l'idée, en tout cas sur certains sites, c'est vraiment d'être capable de faire en sorte que n'importe quelle personne qui a une licence a été acculturée aux problématiques de l'IA et avec évidemment une coloration par rapport à l'usage qu'il va pouvoir en faire dans sa discipline ou dans son secteur d'activité. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est pas de laisser l'évangélisation aux simples informaticiens, mais c'est d'être capable de former les gens qui vont derrière aller eux-mêmes former leurs propres élèves. Donc c'est former les formateurs. Et je pense que ça c'est important parce que c'est aussi permettre à tout le monde, enfin, ou en tout cas aux collègues des autres domaines, de s'emparer de ces questions-là. Un autre point, je pense, qui est important, c'est quand même l'accessibilité à ces technologies. On l'a évoqué sur des aspects nord-sud. Je pense qu'il y a un vrai enjeu à être capable de construire des modèles qui ne soient pas faits par des grands groupes, qui soient construits par des académiques, qui soient construits avec, on a parlé effectivement d'ouverture des données, dont on sache quelles données ont été utilisées pour entraîner, et que ces données aient une forme de diversité qui va évidemment se refléter ou qui au moins va minimiser un ensemble de biais. Et ça, je pense, c'est un énorme enjeu parce que c'est pas, c'est pas que ça soit compliqué d'entraîner un modèle. Ce qui est compliqué, c'est de trouver les données et de trouver la machine, la ressource et les moyens financiers pour entraîner de tels modèles. Donc, il y a un exemple d'un tel modèle, c'est le modèle Bloom.
Bloom, je pense que c'est quoi? Ça va être 2022. Donc ça date un peu. Et depuis Bloom, bon, il y a eu un peu des updates, on va dire. Mais je ne suis pas certain que dans le milieu académique, il y ait eu d'autres initiatives comparables. Et on est dans une course où finalement, on va avoir du mal à rattraper le secteur privé. Et là, je pense qu'il y a un vrai enjeu, en fait. Parce que ça met en péril une forme ouais, de qualité des données qui vont être produites par ces modèles. Donc, à minima, il faut que les utilisateurs soient conscients qu'il y ait ces biais. Et c'est là où ça reboucle quelque part avec la formation, c'est qu'il faut leur expliquer que tout n'est pas magique là-dedans. Et un dernier petit point, si je peux, un des risques aussi à utiliser des IA génératives, c'est de perdre la compétence. Donc, on parlait effectivement des jobs pas rigolos. Euh, moi, je crois que c'est 15% de la production d'IA générative, c'est pour faire du code informatique. Donc, il y a des jobs pas rigolos dans le monde de l'informatique, effectivement. On va coder, et puis là, ouais, comment est-ce que je fais pour trier un tableau ou je ne sais pas quoi. Et maintenant, votre logiciel que vous utilisez pour taper du code, bah, il va faire ça pour vous, en fait. Il va même commencer à voir ce que vous êtes en train d'écrire, et puis il va vous dire, ah, tu n'es pas en train de faire une procédure qui fait ça, et tu dis, ah oui, oui, et puis, bam, il écrit. Et je pense que là où il y a un risque, c'est qu'on perd la compétence d'écrire ça, et donc on perd la capacité à se rendre compte quand il y a une erreur. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Alors, il y a deux moyens. Soit on forme, soit on fait des systèmes qui sont plus fiables. Probablement qu'il faut trouver une solution entre les deux. Merci beaucoup. On va passer à la dernière question avant d'ouvrir la discussion finale avec la salle. Et la question, elle traite, alors on garde le même ordre. Allez. La question, elle traite donc des obstacles. Selon vous, quels sont les principaux obstacles à surmonter pour la mise en œuvre de ce qui est préconisé dans certaines des chartes qui sont déjà élaborées ou des initiatives que vous avez dans vos établissements? En quelques mots. Moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu qui est de généraliser la prise de conscience des enjeux qu'on a largement discuté aujourd'hui dans toute leur nature au sein de nos institutions pour que, pour que ça cesse d'être des petites questions personnelles qu'on se pose quand on fait cours, comme vous l'avez fait avec vos enquêtes au sein de vos établissements. Donc, je pense qu'il y a un vrai premier obstacle là. Donc, et en même temps, c'est l'enjeu, du coup, c'est de réussir à construire des dynamiques collectives. Il y a aussi, bien sûr, ça a été bien discuté sur les publications tout à l'heure, l'enjeu des normes de travail scientifique dans lesquelles on est aujourd'hui, avec l'accélération, la compétition très forte, et qui pousse à publier des évaluations, la façon dont les systèmes d'évaluation de la recherche fonctionnent aussi. Donc ça, c'est pareil, c'est des éléments qui vont compliquer le fait qu'on se mette à réfléchir, qu'on s'arrête, qu'on se forme, qu'on réfléchisse à comment on peut faire. Après, nous, on avait préconisé dans notre note de mettre en place une cellule nationale transversale sur les enjeux du numérique. C'est une décision qui a été prise pendant qu'on était en train d'écrire la note avec des allers-retours par la direction de l'INSERM, avec cette double mission qui est de suivre ce qui se fait, accompagner les solutions proposées, faire des retours d'expérience et d'assurer la formation continue de tous les personnels de l'institution. Donc là, un des obstacles, ça risque d'être est-ce qu'on aura assez de moyens humains à mettre, à dédier à cet enjeu comme une priorité pour pouvoir vraiment faire atteindre les objectifs qu'on s'est formés. Et puis, je pense qu'il y a vraiment il faut réussir à transformer finalement ces contraintes en ressources pour prendre le temps de réfléchir sur nos pratiques de recherche, sur redonner sens aussi, redonner prise, parce que par exemple sur les questions d'environnement, moi je trouve qu'on a un vrai enjeu de comment on fait pour faire prise aux gens dans les institutions et à la gouvernance des institutions sur quelles sont nos marges de manœuvre pour agir. Là, on a typiquement un sujet qui concerne énormément de monde, pour ne pas dire tout le monde dans les institutions, sur lequel il y a des pistes de réflexion, d'action qui sont disponibles. Et c'est la même chose sur la question de comment on évalue la recherche, comment on revient à réfléchir sur nos publications, la façon dont les produits, etc. Donc, pour moi, il y a à la fois des obstacles, mais qui sont finalement presque autant de prises pour pour réinjecter du sens. Parce que je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi autour de ces IA, et ça percolé, comment on arrive à maintenir les envies de recherche et la capacité à être des organismes qu'on donne envie aux jeunes, mais nous-mêmes qu'on continue envie de continuer à faire de la recherche. Merci, Estelle.
Alors, c'est moi qui vais lutter pour trouver quelque chose qui n'a pas été dit 4 ou 5 fois auparavant, et je vais changer une réponse que je t'avais donnée au préalable, Hélène, donc ne me tue pas tout de suite. Je pense qu'il y a un enjeu au niveau de la fiabilité des données. Quelqu'un a cité un peu plus tôt dans la journée le principe garbage in, garbage out. C'est pas parce qu'on va mettre de l'IA au milieu qu'on va changer des très très mauvaises données en résultats qualitatifs. Et on l'a bien vu avec la question des paper mills. Aujourd'hui, les IA génératives sont partout et sont capables de fournir, de faire des résultats qui ressemblent à s'y méprendre à des vrais résultats de recherche. Ce qui mine un peu plus la confiance que la société peut avoir dans la production scientifique. Donc, je pense que l'avenir, quelque part pour nous, pour le métier de chercheur et de chercheuse, c'est peut-être de devenir des super curateurs de données scientifiques fiables pour s'assurer que, voilà, des grosses missions. Mais non, mais ça peut l'être, mine de rien, si on arrive à trier le bon grain de livret dans cette histoire. Voilà, et c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire vu les faibles capacités de détection. Autre enjeu, détecter finalement aussi les acteurs peu scrupuleux et puis les produits de qualité discutable. Merci. Germain? Ouais, alors, un des obstacles qui est compliqué, c'est la vitesse à laquelle ça va. Chaque jour ou chaque semaine, on a des nouveaux modèles, des nouveaux usages, plein de choses qui sont publiées. On le voit même aujourd'hui. Dans la journée d'aujourd'hui, on a abordé énormément de sujets. Je pense que chaque présentation, on aurait pu faire une journée rien que sur les sujets qui ont été abordés lors de cette présentation. Et c'est compliqué. On aimerait bien avoir une télécommande et dire, OK, je mets en pause et je me laisse voilà, 6 mois, 1 an pour lever la tête du guidon, prendre un peu de recul, réfléchir à tout ça. Et je peux pas. Je peux pas parce que demain ça arrive, parce que demain on m'en reparle, parce que il y a des nouveaux usages, des nouvelles choses, on annonce des nouveaux data centers, des nouveaux modèles, etc., etc., etc. Et donc c'est compliqué parce qu'il faut quand même avancer dans tout ça, dans un sujet qui va très très vite, et on peut avoir la tentation d'attendre que ça se calme en se disant ça va super vite, ben je vais attendre que ça se stabilise, puis je verrai à la fin ce qui reste. Et on peut pas trop faire ça malheureusement parce que ça continue, parce que ça avance, et il faut quand même s'y intéresser. Donc il faut trouver une position d'équilibre. Et on n'a pas le choix, on va peut-être faire des erreurs dans les choix qu'on va faire, mais il faut lancer des expérimentations, il faut tenter des choses, il faut essayer de réguler, il faut essayer de proposer des outils, il faut essayer de proposer des formations. Ça sera peut-être pas la meilleure formation tout de suite, on n'abordera peut-être pas ce qu'il faut, on n'utilisera pas tout de suite le meilleur outil, mais il faut essayer de faire quelque chose. Le deuxième point, c'est que c'est aussi compliqué parce que le modèle économique mondial de l'IA générative n'est pas clair et pas encore stabilisé non plus. Euh, pour l'instant, on a collectivement accès à plein de choses, entre guillemets, gratuitement. Parce qu'on sait, on dit que quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, hein. Donc pour l'instant, on peut accéder à plein de choses gratuitement, mais ça a quand même un coût certain. Donc la question, c'est comment ça va évoluer. Est-ce que dans 6 mois, 1 an, on aura toujours accès à un certain nombre de modèles? Comment vont évoluer les coûts aussi d'accès à ces modèles? Vous voyez ChatGPT qui propose une version plus à $20 et puis depuis quelques mois, une version pro à $200 par mois. Bientôt 2000, donc, ou 10 000, etc. Donc on ne sait pas, on est aussi dépendant en fonction de taxes ou autres qui arriveraient, une augmentation de ces prix-là. Donc effectivement, le côté souverain avec des modèles open source ou open weight, c'est rassurant. On se dit que j'ai mes modèles, ils sont là, personne ne va me les prendre, je peux les déployer. Il faut par contre des infrastructures pour pouvoir les déployer. Il y a effectivement un objectif qui est la mutualisation. Et je pense vraiment qu'il faut travailler là-dessus. Parce que si on recommence tous, chaque labo, chaque université, chaque centre de recherche à racheter des GPU pour faire tourner ces modèles, on va collectivement dans le mur. Et après, le dernier point qui impacte tout ça, ces choix, c'est aussi finalement l'impact sur les métiers. L'IA générative, nous, on est aussi guidé aussi par ça, de voir tous nos étudiants qui utilisent ces IA génératives en stage, dans les entreprises, etc. Et donc, on se pose des questions, comment les accompagner, comment les former? Parce que si tout d'un coup, il y a une IA qui est hyper pertinente dans un domaine et qui est utilisée par toutes les entreprises, ben, je vais devoir probablement former mes étudiants aussi à utiliser cette IA. Et donc proposer des outils et d'avoir une proposition d'outils crédibles, une alternative institutionnelle crédible par rapport à ce qui est déjà proposé pour éviter, alors on l'a mentionné ce matin, en informatique, on appelle ça le shadow IT, c'est-à-dire le fait d'utiliser des outils informatiques qui ne sont pas validés par l'institution. Et donc on parle de shadow AI pour l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle qui ne sont pas validés. Voilà, on me dit de ne pas utiliser ChatGPT, mais discrètement, avec mon compte perso, je vais quand même l'utiliser parce que ça marche et c'est disponible et je suis satisfait des résultats. Et donc, si on veut contrer ça, il y en aura toujours. Il n'y aura pas de zéro shadow AI, mais
Il faut proposer des alternatives crédibles et former justement pour expliquer, dire ben, peut-être que pour tes actions finalement et pour l'usage que tu veux avoir de l'IA générative, tu n'as pas besoin de ce type de modèle-là et je peux te proposer un modèle plus frugal ou un modèle qui respecte mieux les données. Merci, Olivier. Bon, effectivement, ça fait la transition avec un projet dont je n'ai pas parlé, qui est le projet ILAS. Si vous avez envie, en tout cas, de déployer des solutions d'IA générative, on a quelques établissements, initialement 5 l'an dernier, puis probablement 24 là cette année, et ça augmente, hein, à se poser la question de mutualiser les infras. Mutualiser les infras pour de l'IA, à la fois pour des besoins dont on a parlé, d'IA générative, mais aussi pour des besoins en formation, en lien avec des besoins peut-être même de recherche sur les IA clusters. Donc c'est une réflexion qui commence à prendre et se dire, finalement, par rapport à cette ressource-là qui est rare, précieuse, qu'on aura de toute façon du mal à avoir, hein, qui est la puissance de calcul mondiale. Hein, voilà, à l'échelle mondiale, c'est une part qui reste faible au niveau de la France, au niveau de l'Europe. En fait, notre meilleure façon pour contrer ces problématiques-là de vitesse et de puissance, c'est peut-être de travailler ensemble, ce que font peu finalement d'autres acteurs qui n'ont pas les mêmes problématiques que nous. Et travailler ensemble, on sait déjà le faire parce que, par exemple, je reprends l'exemple des réseaux, réseaux Internet qui ont maillent le territoire national. C'est une initiative de mutualisation qui nous a permis de nous affranchir des opérateurs commerciaux en déployant via Renater finalement des infrastructures nationales. Et pareil pour le calcul. Finalement, on est peut-être à un moment où ces questions d'infrastructure, de mutualisation, de compétences et de moyens, de services associés sont plutôt devant nous. On a des perspectives. Aujourd'hui, c'est un obstacle. Pour l'instant, c'est pas en place. Ça reste un projet ILAS que je coordonne au niveau VPNUM, mais c'est quand même une piste à poursuivre et qui va permettre de promouvoir la robustesse dont on a parlé avec des modèles ouverts, avec la diversité aussi que produit le monde académique. Qui voudra demain, un acteur commercial, déployer un modèle qu'on aura développé dans l'université parce qu'il y a zéro application commerciale? Parce que ça s'applique à un corpus assez étroit, scientifique, qui nous concerne nous, mais qui n'a pas de retombées économiques. Et donc, en fait, promouvoir cette diversité d'usages et promouvoir finalement la mutualisation comme une piste d'amélioration pour tout le monde, à mon avis, c'est une réflexion qu'on doit mener et on commence à expérimenter puisque la fédération dont je parle est déjà opérationnelle aujourd'hui. On a 3 data centers qui sont reliés. Puis je vous invite, si c'est le cas dans la salle, à vous intéresser à cette question-là de comment on fait pour mutualiser notre puissance de calcul au bénéfice du plus grand nombre. Et peut-être pour terminer, je reviendrai quand même sur la question de la valeur d'usage dont tu parlais, Olivier, la valeur ajoutée. Je pense que c'est important de pas perdre de vue que dans l'histoire du numérique, mettre en place des infras, ça a souvent été le bon moyen de générer un effet rebond énorme avec une augmentation des usages démesurés qu'on n'a pas su contrôler. Et peut-être que là, c'est le moment aussi de se dire, on va mettre en place dans l'infrastructure des moyens de mesurer l'impact environnemental, de mesurer peut-être la qualité des usages associés et de remonter ces informations-là aux usagers finaux dans une espèce de volonté d'autorégulation, quelque part, de l'usage vertueux de l'IA. Et ça, c'est quelque part quelque chose à construire et qui me paraît une perspective intéressante, stimulante, sur laquelle on devrait se positionner, même si aujourd'hui, effectivement, pour répondre à la question, ça reste un obstacle. Merci, Carty. Oui, merci. Alors, ça a été dit à plusieurs reprises, hein, on est dans une vraie course. Donc, même par exemple, si on parle de notes de synthèse, c'est plus à jour parce que tout a évolué au cours de quelques mois et nous, on a pris un peu de temps à consolider toutes ces notes. Et même si on a un site web qu'on peut mettre à jour, en fait, on ne peut jamais avancer suffisamment vite pour voilà, mettre à jour tout ce qu'on a. Donc ça, c'est la mauvaise chose. Donc je rejoins aussi ce qui a été dit à plusieurs reprises. Je pense qu'on parlait tous Olivier, voilà, on est plus fort ensemble. Donc si on peut travailler ensemble avec plusieurs partenaires, ça c'est, je pense que un des gros avantages qu'on a dans le monde académique, en travaillant, je peux citer quelques exemples, comme par exemple le Trillion Parameter Consortium. Ça, c'est une initiative, je pense que plutôt qui venait des États-Unis, mais avec des partenaires au Japon, des Français, des Espagnols et plein d'autres partenaires, en fait, pour pouvoir créer ces modèles. C'est vrai qu'il n'y a pas eu un modèle de même style que Bloom depuis, mais ils sont en train d'essayer, est-ce qu'on peut avoir des modèles en fait qui essaient de couvrir un petit peu les trous en fait qui ont été créés, parce que tous les modèles qu'on a sont très biaisés par les langues. Il y a beaucoup d'anglais, un peu d'espagnol, un peu de français, mais il y a très peu de langues qui sont peu utilisées dans le monde. Par exemple, j'avais entendu parler d'un exemple là, en Finlande, qui ont créé en fait un modèle LLM spécifique pour les œuvres en finlandais.
Et pareil en Italie. Et donc, il y a des initiatives un peu partout dans le monde par ces consortiums comme ça. Et je pense que ça va être la vraie force du monde académique pour pouvoir avancer ensemble. Et tout à l'heure aussi, c'était un peu plus pessimiste au niveau de modèles d'IA génératifs qui écrivent des papiers, qui aussi produisent des reviews. Mais par contre, il y a eu une expérience assez intéressante qui a été faite pour une conférence iClear cette année 2025. On n'a pas encore le résultat de cette expérience, mais ce qu'ils ont fait, c'est dès qu'il y a un review en fait qui est posté par un des rédacteurs, il y a un modèle d'IA en fait qui va prompter si le review est suffisant. Par exemple, quelqu'un dit bon, c'est pas très novateur, mais c'est pas justifié par des références claires pour dire qu'il y a ça qui manque dans le papier. Donc il y a un prompt qui est donné à un reviewer en disant que bah, voilà, c'est pas suffisant comme review. Donc il y a des utilisations, je pense, intéressantes qui peuvent être faites par des modèles d'IA aussi pour utiliser ça un peu plus positivement voilà, battre une IA par une autre IA peut-être. Ça, je pense que c'est une démarche qui est aussi intéressante. Après, ensuite, je vais évoquer tout à l'heure le problème d'évaluation de tous les résultats en fait qui sont générés par tous ces modèles. Ça, c'est un vrai problème de recherche qui est très intéressant de comment évaluer ces modèles. Donc, c'est très bien de générer beaucoup de données. Bah, après, est-ce que une façon d'évaluer, ça peut être d'utiliser toutes ces données-là, d'apprendre un modèle d'IA pour une tâche spécifique, pour voir bah, est-ce que ça a des mêmes performances qu'un modèle d'IA qui a été appris par des vraies données. Mais c'est quand même assez limité parce que ça dépend de beaucoup de facteurs. Quelle est la taille du modèle qui a été utilisé pour apprendre, combien de données. Donc, il y a plein d'autres facteurs en fait qui peuvent influencer le résultat. Donc, ensuite, on avait beaucoup parlé d'hallucinations. Voilà, ça pour l'instant, il n'y a pas une vraie approche qui est acceptée par la communauté scientifique en fait pour évaluer les hallucinations. Donc, ensuite encore, LLM as a judge, ça ressort comme une des idées, mais c'est pas suffisant parce que si l'LLM qui est utilisé comme le judge n'est pas suffisamment fort, bien sûr, il va pas être suffisant. Ensuite, une autre problématique, c'est AIX, c'est quelque chose, je pense que c'est très bien au niveau de l'Europe. Ça nous a apporté beaucoup de choses, mais à la fois, ça nous apporte aussi un peu de problèmes. Ça a été cité par le premier speaker de la journée, comme quoi l'application de toutes ces règles, c'est pas encore tout à fait clair. Donc, il y a par exemple une chose je pense que ça va être en route peut-être dès cet été, c'est de chaque image ou vidéo en fait qui est générée par ou même de texte qui est généré par un modèle d'IA doit être étiqueté par un tatouage ou un watermark, comme quoi ça a été généré par un tel modèle, une telle version de ce modèle. Mais c'est un peu toujours encore une course. Il y a encore on va dire, des hackers qui peuvent enlever ces étiquettes qui ont été ajoutées sur ces données. Donc, il faut des modèles qui sont puissants, qui sont pas attaquables, on va dire, sur ces systèmes. Mais il y a toujours une course un peu comme dans la cybersécurité. On peut toujours trouver des moyens pour aller contre ces approches. Donc, apparemment, le AI Office va nous donner chaque, je ne sais pas à quelle fréquence, des modèles qui sont acceptables, qui sont l'état de l'art pour faire ce tatouage. Mais par contre, qui va choisir ces modèles? Qui va mettre à jour ces modèles et à quelle fréquence? Parce que ça évolue tellement vite. Donc, il y a plein de questions, même de pratiques, qui sont intéressantes encore à régler, je pense que dans ce monde. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. J'y ai cru, le tatouage, c'était sur ma feuille. Je me suis dit, je vais encore avoir un truc. Non, il m'a resté. Non. Je pense qu'effectivement, le tatouage, c'est un vrai enjeu. Et au-delà de ça, l'enjeu, c'est d'être capable de mettre de la science dans ces objets-là, d'être créateur, effectivement, de solutions pour adresser un certain nombre de difficultés. Il y a un point, tout à l'heure, il y avait un exposé, effectivement, sur la génération d'articles avec des IA. Enfin, pour moi, c'est un non-problème. Personnellement, je pense qu'il faut qu'on soit irréprochable en tant qu'organisme, que collègue dans l'évaluation. Il faut juste arrêter de compter les publics. Il faut faire de l'évaluation du recrutement sur du qualitatif et il n'y aura plus ce problème.
veux dire, au CNRS, là, vous postulez pour une promotion DR classe exceptionnelle. Ce qu'on vous demande, c'est les 10 papiers les plus importants de votre carrière. Bon, et sinon, ces 10 papiers, il y en a un que vous avez généré avec une IA, franchement, ça veut dire que les 9 autres, ils sont quand même pas très bons. Donc, je pense il faut juste, dans nos processus d'évaluation de la recherche, de faire en sorte qu'il n'y ait aucun intérêt à aller générer ce genre de choses. Pour la même raison, je pense que si vous publiez dans une revue prédatrice, bah, vous êtes mis au banc de votre communauté, ou en tout cas, le CNRS en tant qu'employeur, il ne va pas voir ça d'un très bon œil. Donc, je pense qu'il y a quand même il y a quand même des craintes qu'on a où il faut quand même être raisonnable. Enfin, après, je peux entendre que c'est aussi un peu dépendant d'un domaine à l'autre, hein, la capacité à générer des articles avec des IA qui peuvent être crédibles. Enfin, je pense que typiquement, si vous faites des maths ou de l'info très fonda, c'est, à ma connaissance, c'est quand même un risque assez minimal, mais ça viendra parce qu'effectivement, on va progresser. Mais je pense que, voilà, intellectuellement, on devrait quand même être capable, en tant que scientifique, d'être capable de faire la distinction entre un papier où il y a des réelles contributions scientifiques et un papier qui est du blabla. Et je crois que on n'est pas encore à l'intelligence générale où on va avoir une IA qui va vraiment produire de la connaissance très profonde. Donc là-dessus, moi, je suis plutôt optimiste. Mais là, il fallait quand même terminer sur une question, une note un peu pessimiste. Donc, quels étaient les obstacles? Non, non, pour moi, il y a un obstacle que je vois, c'est qu'on va quand même devoir travailler à coût constant. Ou plus ou moins constant, ou en tout cas, le coût qu'on va pouvoir investir va croître moins vite que la demande en termes d'usage des utilisateurs. Et par coût, j'entends pas seulement un coût financier, j'entends évidemment un coût environnemental. Donc ça, je pense que ça va être une vraie difficulté parce que on a des outils qui vont s'améliorer. Tout à l'heure, je mentionnais que le CNRS, on allait pousser les gens à utiliser l'IA générative pour des domaines scientifiques dans lesquels ce n'est pas déjà le cas. Donc, en fait, on est en train d'amener les collègues pour utiliser ces technologies. Et à l'arrivée, on va leur dire, ah mais là, on est embêté parce que notre supercalculateur Jean Z, la prise électrique, on ne peut pas la changer. Donc, de toute façon, on peut un peu améliorer la techno à l'intérieur, mais on travaille à coût énergétique constant. Et c'est une réalité. Je veux dire, c'est pas une blague. Quand on fait une extension de Jean Z, la contrainte mise par l'État, c'est que vous ne devez pas consommer plus d'électricité. Et c'est bien. Hein, je veux dire, moi, je ne suis pas pour construire une centrale nucléaire à côté du supercalculateur. Mais du coup, ça va quand même vraiment poser, je pense, une question compliquée, qui est qu'en tant qu'organisme, on va devoir décider qui qui est ou pas prioritaire pour l'accès à une ressource qui va se rarifier et qui derrière va effectivement aussi créer des dissymétries. Et si vous êtes sur le bon site, ben, vous avez accès à la puissance de calcul et puis sinon, vous n'aviez pas droit. Et aujourd'hui, typiquement dans les grandes confs d'IA, c'est un peu le problème, c'est que ben, les académies qui se font passer devant par les collègues qui travaillent dans les GAFAM, non pas parce qu'ils sont meilleurs, nos collègues des GAFAM, mais juste parce qu'ils ont accès à plus de données et à plus de puissance de calcul. Et ça, j'ai un peu peur, effectivement, qu'on se retrouve dans cette problématique pour globalement un usage de l'IA, si tant est qu'effectivement, on arrive à se dire qu'on doit être raisonnable en termes de volume, ce qui me paraît être quand même un enjeu majeur. Merci beaucoup pour ces éclairages. Merci d'avoir joué le jeu de la concision de vos prises de parole. On est dans les clous côté temps, ce qui nous permet quelques minutes pour des questions de la salle, qui sont nombreuses déjà. Bonjour. Emmanuelle Beljost, moi je suis formatrice et je voulais rebondir sur la question de la formation. Parce qu'on parle de formation et en même temps, il y a la question de la formation initiale, mais il y a surtout la question de la formation tout au long des usages. Puisque globalement, en tant que formateur, en ce moment, sur l'IA, on est des maîtres ignorants, c'est-à-dire qu'on n'a pas de sachant avec beaucoup d'avance sur les utilisateurs. Du coup, ce qui me questionne beaucoup, c'est la question de comment on sécurise plus de la capacité à la réflexivité des pratiques
et à l'évolution de la pensée de sa pratique professionnelle. Donc, comment on fait une identité professionnelle de la recherche augmentée d'une certaine façon. Et pour ça, il faudrait sécuriser du temps de réflexivité. Moi, en tant que formatrice, ce que je sais, c'est que tous les gens qui viennent à mes formations, ils me disent, enfin, si ça dure plus que une heure ou une demi-journée ou une journée, de toute façon, je ne m'inscris pas, j'ai pas le temps. Et voilà. Et donc, je pense qu'il y a des enjeux à développer des communautés de pratique, à développer des co-développements professionnels. Enfin, il y a plein de formats et de pratiques qui peuvent exister, mais qui n'ont d'horizon, il me semble, que si on sécurise, je sais pas, 5% du temps de toutes ces personnes pour réfléchir à sa pratique et qu'on leur foute la paix, quoi. Enfin, excusez-moi, c'est un petit peu vulgaire, mais voilà, qu'on vous laisse le temps de penser à ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Voilà. Et donc, ma question, c'était sur quelles sont les perspectives que vous voyez, vous, en termes pas seulement de... Parce qu'on en parlait tout à l'heure avec une personne dans le couloir, il y a formation et sensibilisation. Un webinaire disponible, c'est de la sensibilisation. C'est pas vraiment de la formation. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Mais du coup, comment on forme et comment on permet la réflexivité et l'accompagnement de la réflexivité? Est-ce que vous avez des pistes? Ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai pas de piste très solide. Simplement, je pense que ce que vous dites est hyper important. C'était vraiment au cœur de ce qu'on a commencé à réfléchir dans notre note du comité d'éthique. Et le fait qu'il y ait une nouvelle cellule intelligence artificielle qui a été mise en place et qui met la question de la formation comme une de ses priorités. Ça reprend aussi une dynamique qu'on a contribué à initier. On n'est pas les seuls, bien sûr, mais qui fait qu'à un moment donné, il faut que nos institutions se saisissent de la centralité de ces questions et du fait que ça doit impacter. Enfin, c'est un investissement pour l'avenir de nos capacités à travailler et à continuer à faire de la recherche productive avec ces nouvelles technologies. Donc, si on n'investit pas, à un moment donné, on va se retrouver à courir toujours plus vite pour foncer de plus en plus vite dans le mur. Donc, je suis d'accord avec ce que vous dites. Donc, après, l'enjeu, c'est un enjeu de rendre cette urgence évidente pour le maximum d'acteurs pour que des décisions importantes et des moyens, parce qu'on en revient toujours, mais là, moi, je parle de moyens humains, donc de libérer du temps des personnels et de libérer du temps de gens qui vont organiser des formations. Et là, je reprends tout à fait ce que vous avez dit, la question de la mise en réseau et de faire que ça devient une question qui nous met tous et toutes en mouvement dans nos communautés scientifiques et aussi dans la transversalité. Ça a été beaucoup dit, la transversalité, mais je pense qu'une journée comme aujourd'hui, on voit bien que voilà, quand on est dans son monde de pratique, on a une façon de voir les choses. Et puis quand on voit ce qui se passe ailleurs et quand on comprend mieux les enjeux, ça nous donne... Ça nous donne, ça nous ouvre en fait, ça nous donne des capacités nouvelles, voilà, ça nous augmente pour reprendre le terme, voilà. Mais à la limite, j'ai envie de dire, c'est un questionnement qui dépasse simplement la question des IA génératives et qui rejoint à quel temps on dédie à la réflexion individuelle, collective, à nos bonnes pratiques de recherche. Et ça, voilà, c'est quelque chose dans l'intérêt de l'intégrité scientifique, puisque nous sommes ici sous l'égide de l'Office, mais je sais pas, à quoi on devrait consacrer beaucoup plus de temps, beaucoup plus de moyens, qui devraient être davantage reconnus dans l'évaluation de nos carrières. En complément de ça, alors je pense qu'avant de même aller à la formation, il faut aussi comprendre en fait qu'est-ce qui est fait par les élèves, par exemple. Donc là, on a parlé de la formation plutôt au niveau de l'université et ça a été évoqué aussi peut-être même commencer même avant. Par exemple, je connais quelques travaux de collègues basés à INRIA Bordeaux en fait qui ont déployé des outils pour comprendre comment les élèves au collège, au lycée utilisent en fait les modèles d'IA. Donc ça, c'est très important aussi pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde réel et ensuite complémenté par des formations qui sont nécessaires pour voilà, partager de l'information. Je pense qu'il y a une responsabilité employeur. Mais après, je pense qu'il y a une difficulté effectivement dans la typologie de métier. Je pense que sur un enseignant-chercheur ou un chercheur, effectivement, la formation, c'est pas obligatoire et c'est pas très bien évalué. D'accord, ça fait partie de toutes ces choses où on dit, ouais, dans mon dossier d'activité ou mon rapport ou ma demande de promo, est-ce que je vais marquer que j'ai fait de la formation? Est-ce que je vais marquer que j'ai fait de la médiation? Enfin, il y a des choses comme ça qui sont pas valorisées. Je pense que il y a quand même des enjeux sur
sur les personnels en appui à la recherche, où là, pour le coup, c'est beaucoup plus encadré, en tout cas à ma connaissance. Il y a des plans de formation dans les unités, il y a des droits à avoir accès à des heures de formation qui se font sur les temps de travail et qui, du coup, dans un monde normal, en tout cas, ne doivent pas s'accompagner d'un surplus de travail pour ce qu'on n'a pas pu faire dans la journée où on allait se former. Et donc, ça, c'est une première étape. Et puis, effectivement, la deuxième étape, c'est celle d'avoir un encadrant ou un collègue qui va être capable de vous dire, mais oui, va faire cette formation parce qu'elle va t'être utile. Et ça, je pense que c'est quand même le deuxième enjeu aussi. Et donc je vous rejoins complètement, hein. Ça revient sur une remarque que j'ai fait tout à l'heure sur la vitesse et le fait que ça va très vite et du coup on a du mal à prendre du recul. En termes de formation, nous, le point d'entrée qu'on a eu pour les chercheurs, enseignants-chercheurs, c'est le cycle de formation pour les maîtres de conférences nouvellement recrutés. Parce que là, c'était facile parce que pour la première année, ils ont une décharge de service et ils ont un cycle de formation obligatoire, donc c'est bien calé. Donc dès l'automne 2023, on a mis quelque chose. Alors effectivement, je vous rejoins, c'est plutôt de la sensibilisation, encore une fois, que de la formation. Euh, Moi, je m'en suis occupé et c'est vrai que j'avais un panel du coup d'enseignants-chercheurs de plein de disciplines différentes. Et donc, c'est compliqué d'expliquer comment l'IA va impacter le droit ou la chimie ou les langues. Donc, voilà, on est resté à la surface. Là, pour la rentrée 25, on regarde pour les doctorants, pour rajouter justement quelque chose à l'attention des doctorants, parce que là aussi, c'est assez cadré hein, avec leur PIF et toutes les formations qui doivent suivre. Et sinon, pour le personnel, donc BIATS, on est plus sur intégrer des choses dans le plan de formation. Là, l'enjeu, c'est est-ce qu'on est capable de faire ces formations en interne, c'est-à-dire trouver du monde en interne pour les faire. Là, on a de la chance parce qu'on est soutenu par la gouvernance. On a pu recruter un ingénieur pédagogique spécialisé en intelligence artificielle qui va nous accompagner pour construire ces formations. Après, c'est voir aussi à l'extérieur parce que dans les catalogues de formation, c'est vraiment très hétérogène ce qu'on peut voir. Donc, ça peut être un petit peu compliqué de se positionner. Et sinon, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est quelque chose d'un peu plus léger. Alors, il y a le concept de café IA qui s'est pas mal développé. Donc, avoir des espaces de discussion un petit peu plus ouverts, moins structurés et qui permettent de discuter parce que dans tous les événements qu'on a pu faire autour de l'IA dans mon université, il y avait toujours cette volonté de discuter. Les gens ont besoin de parler, d'échanger, d'expliquer. Il y a de la peur, il y a de la crainte, il y a de l'enthousiasme. Dans tous les cas, les gens ont envie de communiquer sur ces éléments-là. Donc, avoir ces espaces de discussion qui ne sont pas forcément des formations à proprement parler, mais où on peut échanger des bonnes pratiques, discuter d'un outil qu'on a découvert ou se poser des questions, ça me paraît pertinent. Je crois qu'il y a une Effectivement. dernière. Pardon, pardon. Pardon, Absolument. juste pour, ce sera quand, mais pour rebondir, effectivement, on en fait des. Voilà, en tout cas, c'est facile à faire. Les cafés IA, c'est labellisé par le Conseil national du numérique. Voilà, c'est un format très, très ouvert, informel. On en a animé sous cette forme-là, en tout cas, une dizaine depuis le début de l'année. Et c'est souvent très bien reçu. Moi, j'ai un peu peur de réticence par rapport au sujet. Surtout que, enfin, jamais moi, on a le titre numérique dans nos fonctions. On est souvent vus comme des apôtres du numérique, mais c'est pas du tout le cas. Et donc, non, c'est plutôt l'idée vraiment d'avoir des espaces d'échange autour de ces questions-là. Et je pense que, enfin, d'une part, de réflexion. Alors, c'est vraiment des réflexions. Je sais pas si, voilà, si ce sera des pistes de travail. Mais quand je regarde mes étudiants de master sur les usages spontanés, je constate que certains vont utiliser de l'IA générative comme des coachs personnels pour apprendre sur certains contenus et finalement se challenger par rapport à l'apprentissage de notions en complément de ce qu'ils font en formation. Et peut-être que c'est une piste pour nous pour passer à l'échelle. C'est-à-dire que se faire aider d'outils numériques, on a évidemment des plateformes, mais peut-être des outils même d'IA, des assistants IA spécialisés en formation en IA. Peut-être qu'on pourrait y réfléchir. Finalement, on est outillé pour travailler ce type d'outils. Et puis d'autre part, il y a peut-être un facteur. Alors, bon, voilà, on a un phare énorme en ce moment sur la question de l'IA. Moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'on n'a plus du tout parlé depuis un an de cybersécurité. Et c'est un gros sujet aussi sur lequel, à mon avis, la formation obligatoire devrait être peut-être même prioritaire par rapport aux questions d'IA. Et qu'on devrait peut-être réfléchir à qu'est-ce que le socle numérique en termes de formation de nos personnels, de nos étudiants, devrait être à l'avenir. Merci beaucoup. Une dernière prise de parole. Je vous pose pas une question, je me permets de faire une micro-publicité, si j'ose dire. Donc, il y a une mission qui s'appelle la mission Pascal Tadei, dont vous avez peut-être entendu parler, parce que j'ai pensé, lorsque tu parlais de... alors, Pascal, c'est parce que c'est Frédéric Pascal,
et François Tadei. Du coup, ça donne François Tadei. C'est rigolo, ça fait une nouvelle personne. Voilà. Et donc, Kartik, tu parlais tout à l'heure d'une enquête qui était faite à l'intérieur d'INRIA. Là, c'est une enquête qui est faite sur tout le périmètre de l'enseignement supérieur. Et j'ai cru comprendre que beaucoup d'entre vous, alors que vous provenez d'université, vous n'en avez pas entendu parler. Donc, n'hésitez pas, vous tapez Pascal Tadei sur Google, vous mettez enquête nationale à côté et vous allez voir, vous allez tomber sur le formulaire. Ils en sont à 40 ou 45 000 réponses déjà. Donc, ça remonte et ce serait bête qu'on n'ait pas aussi votre avis. Voilà. Et Frédéric Pascal étant aussi directeur de l'Institut d'Ataya, c'est comme ça que je connais bien l'idée. Voilà. Merci. Oui, Merci. dépêchez-vous, c'est aujourd'hui, je crois, la relève. Hein. Oui, mais je crois qu'ils vont ils vont peut-être l'étendre un peu. Mais... Non, je crois qu'ils vont l'étendre à la fin du mois. Merci. Alors, il nous reste à remercier les intervenants de cette table ronde très riche. Et rassurez-vous, je vais être très très brève pour conclure cette journée très stimulante pour l'Office. J'espère qu'il en a été de même pour vous, stimulante grâce à la qualité des prises de parole, mais aussi des échanges avec la salle. Je remercie donc très vivement l'ensemble des intervenants et des participants. Alors, je ne risquerai pas une synthèse à la volée des échanges qui ont eu lieu. La richesse même de ces échanges me fournit une bonne excuse pour ne pas le faire. Mais l'Office va mettre à disposition les vidéos et les diapos des interventions et produire, je me tourne vers Hélène, et produire une synthèse écrite de la journée. Donc, il y aura toute une post-production pour pouvoir continuer à profiter de la richesse de ces débats. L'Office restera pleinement engagé pour continuer à vous accompagner, acteurs de la recherche, dans vos réflexions et dans vos initiatives d'autorégulation. Et je suis sûre qu'on pourrait refaire un colloque sur ce sujet dans quelques mois ou un an, étant donné la profondeur et la variété des questions qui restent ouvertes. Il me reste, et c'est un grand plaisir pour moi, à remercier très chaleureusement l'ensemble des personnes qui ont rendu la réalisation de ce colloque possible. Alors, Nicolas Fressanjas et Nicolas Rougier, qui sont membres du conseil d'orientation de l'Office, ont participé activement à la programmation de ce colloque. Et je me tourne vers Hélène Lemeur, que je remercie très vivement et qui a mené d'une main de maître la programmation et le casting de ce colloque. Les autres collaborateurs et collaboratrices de l'Office, je les remercie aussi très chaleureusement. Nathalie Voirino, Baptiste Vendée, c'était le doctorant de l'Office au costume bleu qui vous donnait le micro. Je remercie également Romain Pierronnet qui a animé une séance ce matin. Et last but not least, je remercie très chaleureusement Dora Chertier, chef d'orchestre derrière l'organisation pratique sans faille de ce colloque. Encore une fois, merci beaucoup Dora. Je remercie également tous les personnels du CNRS, du HERS, excusez-moi, tous les personnels du HERS qui sont venus en appui aujourd'hui pour le bon déroulement de l'événement. Et merci à nouveau à l'Institut de physique du Globe de Paris et surtout merci à vous toutes et tous d'être restés jusqu'à la fin de cette journée. Merci beaucoup.